Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des matériaux. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à faire une petite fiche sur le cahier sur laquelle on va faire une petite carte mentale sur les matériaux déjà pour essayer de différencier les principales familles. Donc quand on parle de matériaux, hein, il y a la matière. Donc souvent on parle de matière quand on est sur les matières premières. Donc il faut savoir que sur Terre on a un certain nombre d'éléments chimiques. Alors moi j'aime bien ce livre justement parce qu'il nous parle de tous les éléments chimiques qui existent sur Terre avec plein d'exemples. Donc ce qu'on peut trouver sur internet, c'est ce qu'on appelle la classification périodique des éléments. Donc c'est un tableau qui ressemble à ça. Donc celui-là c'est un tableau qui classe par couleur et qui explique en fait à quoi correspondent les différentes couleurs. Et il y a des numéros. En fait chaque case avec chaque numéro correspond à un élément. Donc des éléments qui sont très connus hein, comme l'hydrogène, l'hélium, l'oxygène, etc. Donc des éléments qui peuvent être des gaz ou qui peuvent être plutôt des solides. Donc si on cherche sur internet tableau périodique des éléments ou classification périodique des éléments, on va trouver ce tableau. Mais on va aussi trouver donc à quoi correspondent chacune des cases et donc forcément on va avoir aussi le nom de chaque matière. Voilà, donc par exemple le 1 ici c'est l'hydrogène. Voilà, et l'hydrogène, il y a quelques exemples de ce qu'on peut faire avec de l'hydrogène. Donc moi je vais plutôt parler des métaux. Donc je vais aller ici par exemple sur le premier métal un petit peu connu. Hop, qui est l'aluminium. Donc l'aluminium, le numéro 13 dans ce tableau périodique, dans cette classification périodique des éléments. Quelques exemples d'utilisation de l'aluminium. Donc le symbole c'est Al et donc on va pouvoir trouver voilà, le numéro, l'abréviation et en fait quelques informations plutôt d'ordre chimique dans cette classification périodique. Donc ça c'est pas la classification périodique, hein, c'est un livre qui montre des exemples et qui montre l'état de la matière en fait dans différentes utilisations. Voilà. Ensuite on a le silicone, Si, le phosphore, P. Voilà. Donc moi je vais plutôt parler donc des différentes familles de métaux, de matériaux, et en particulier des métaux aujourd'hui. Mais d'abord, je vais parler des grandes familles. Donc dans les matériaux, c'est ce qu'on va faire d'abord sur la fiche. On va donc ici avoir les matières plastiques. Donc que je redétaillerai dans une autre vidéo. Voilà, tout ce qui est matière plastique. On va avoir donc les métaux, justement. C'est ceux-là que je vais développer un peu plus aujourd'hui. Les métaux. On va avoir les céramiques. On verra ce que c'est que les céramiques. Alors tous les plats qu'on a dans la cuisine, hein, que ce soit le verre ou ce qui ressemble à du verre mais qui n'en est pas et qui passe au four par exemple, donc des céramiques un peu spécifiques ou alors des céramiques plus pointues pour des utilisations particulières, donc faites à base de sable et obtenues avec une forte température, une transformation thermique. On en reparlera aussi. Et donc ici on va avoir également une famille qui s'appelle le composite. Les composites, hein, donc les composites qui sont faits à partir de fibres et de résine. Donc par exemple comme la fibre de carbone, la fibre de verre, qui permet d'obtenir des pièces et notamment beaucoup en aéronautique ou de plus en plus sur les voitures. Voilà, donc quatre grandes familles de matériaux. Alors moi aujourd'hui je vais parler des métaux. Donc je vais mettre sur pause le temps d'effacer le tableau et je vais en fait redétailler cette catégorie-là, cette famille-là des métaux et voir quelles sont les différentes sous-familles de métaux qui existent. Et là je vais vraiment montrer des exemples concrets. Alors dans les métaux, première catégorie, les métaux, donc un métal, des métaux, hein, je l'écris ici, un métal, des métaux, déjà par rapport à l'orthographe. Donc dans les métaux, on va avoir les métaux à base de fer, qu'on appelle les métaux ferreux. Donc ferreux qui vient du mot fer, les métaux qui contiennent du fer. Alors déjà ces métaux qui contiennent du fer, comment est-ce qu'on va les identifier? Tout simplement avec un aimant, hein. On sait que l'aimant attire le fer. Donc par exemple là mon tableau il a un revêtement blanc qui permet d'écrire dessus, mais il est aussi magnétique parce que c'est pratique d'avoir un tableau qui permet aussi d'accrocher des feuilles, des petits post-it avec un aimant, et donc mon aimant s'accroche sur les tableaux, donc je sais déjà que mon tableau il a du fer. Par contre c'est vrai que si je mets mon aimant
aimant ici sur le bord, et ben il n'est pas attiré. Donc vu la couleur, je peux déjà dire que le bord de mon tableau, je sais pas si on le voit sur la vidéo, on le voit mieux ici, voilà, que le bord de mon tableau n'est pas à base d'un métal ferreux, mais qui est plutôt en aluminium. Voilà. Donc on a les matériaux ferreux. Alors je viens d'en parler. On a donc les matériaux ferreux et les non ferreux. Donc dans les non ferreux, justement, on va avoir l'aluminium et les alliages d'aluminium. Donc l'aluminium, c'est alors je vais le faire en vert. Je pensais que c'était du vert, mais le bouchon n'est pas de la bonne couleur. Voilà. Donc dans les non ferreux, on a l'aluminium. En fait, l'aluminium, c'est une matière première. Et en fait, on l'utilise très rarement pur. Donc en fait, 99% du temps, on utilise de l'alliage d'aluminium, hein, donc qui ne contient pas de fer. Alors les autres métaux non ferreux, j'y reviendrai après. On va plutôt parler des métaux ferreux. Et donc le fer pur, c'est pareil que l'aluminium. On l'utilise très très peu finalement. Par contre, ce qu'on va utiliser beaucoup, c'est l'acier. Tout le monde connaît l'acier. Donc je vais le faire ici. J'aurais pas dû la faire comme ça, ma carte mentale, c'est pas grave. Donc dans l'acier, on va avoir beaucoup de sous-catégories. Ici, les aciers justement, hein, puisque dans les aciers, il va y avoir plusieurs catégories d'acier. Alors l'acier, donc, il contient du fer. Qu'est-ce qui contient d'autre que du fer? L'acier, c'est du fer et du carbone. Donc du fer plus du carbone. Ça, c'est important de le savoir. Alors quel pourcentage? Donc dans les matériaux ferreux, on a les aciers et on a la fonte. Ça ressemble beaucoup visuellement. Au niveau de la densité, c'est-à-dire de la masse volumique, ça ressemble aussi. La fonte, c'est aussi du fer plus du carbone, mais c'est deux grandes familles différentes avec deux usages bien différents. Dans l'acier, il y a moins de 1,7% de carbone. Donc ici, l'acier, c'est du fer plus du carbone, donc avec un pourcentage inférieur à 1,7. Et ici, c'est du fer avec du carbone et un pourcentage supérieur à 1,7. Déjà. Alors ensuite, dans les aciers, on va avoir... J'ai pas d'autres couleurs, c'est dommage, j'avais du bleu. Oui, ici, j'avais du bleu. Voilà, donc dans les aciers, je vais pousser ce truc. Dans les aciers, on va avoir plusieurs sous-familles d'acier. Voilà. Alors justement, on va commencer à regarder un petit peu ce qu'on a comme pièces ici. Donc j'ai essayé de prendre des objets un petit peu du quotidien. Voilà, ici donc je vais les enlever au fur et à mesure que je les montre. Je sais pas si je suis bien devant la caméra. Ici j'ai une chaîne de vélo. Donc une chaîne de vélo, c'est de l'acier. Comment je sais que c'est de l'acier? Je l'ai dit tout à l'heure avec mon aimant. Donc voilà, j'ai l'aimant qui est attiré par la chaîne de vélo. Et deuxième chose qui me fait qui me laisse penser que c'est de l'acier, si je sais pas d'aimant, c'est que cette chaîne de vélo, elle est rouillée. Donc pourquoi est-ce qu'elle est rouillée? Parce qu'elle contient du fer, et le fer, ça rouille. Voilà, le carbone, ça ne rouille pas, mais le fer, ça rouille. Donc la rouille, c'est une réaction chimique, hein, qui est provoquée par l'humidité qui est dans l'air. Donc l'air va oxyder le métal, et si en plus l'air est humide, donc le phénomène d'oxydoréduction, qui est un phénomène chimique, donc je ne rentrerai pas dans le détail du phénomène chimique, mais en tout cas ça va provoquer de la rouille, hein, donc cette espèce d'aspect un petit peu couleur marron là, et donc la rouille souvent va venir souder les éléments, c'est à dire que cette chaîne là, elle bouge encore un petit peu. Voilà, et si je la laisse continuer à rouiller comme ça plusieurs semaines, plusieurs mois, et ben, elle sera carrément soudée par la rouille, c'est-à-dire que la rouille va transformer vraiment littéralement la matière et va regrouper en fait les atomes, et donc va les empêcher de bouger les uns par rapport aux autres, et cette articulation que j'ai actuellement, je ne l'aurai plus. Voilà, donc cette chaîne de vélo, elle est en acier. Alors ce qu'on va faire, on va créer donc les sous-catégories, puis on va essayer de mettre des exemples, hein. Donc le bleu il marche pas très bien, donc je continue en rouge. Donc ici on va avoir les aciers non alliés. Alors qu'est-ce que c'est qu'un acier non allié? C'est un acier où il n'y a que du fer et du carbone. Alors en réalité il y a toujours un tout petit peu de manganèse dedans, mais
c'est pas forcément très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il y a les aciers non alliés qui contiennent pratiquement que du fer et du carbone. Et donc ça, c'est des aciers d'usage relativement courant qu'on va pouvoir trouver dans la visserie, dans tout un tas d'objets. Alors une chaîne de vélo, donc c'est un acier qui est faiblement allié. Faiblement allié. Alors qu'est-ce que c'est qu'un acier faiblement allié? C'est un acier qui contient du fer, du carbone et qui contient d'autres éléments. Et le principe d'un acier faiblement allié, c'est que chacun des éléments qui est rajouté au mélange fer-carbone est inférieur à 5%. Voilà, pour les autres métaux, les autres éléments. Voilà, chaque élément rajouté a une proportion inférieure à 5%. Ensuite, on a les aciers donc fortement alliés. Je vais peut-être l'écrire ici. Fortement alliés. Fortement alliés, voilà. Où là, les éléments qui sont rajoutés au fer et au carbone sont dans une proportion supérieure à 5%. On va voir des exemples, hein. Je fais déjà la carte mentale. Et puis après, on va avoir des aciers qu'on appelle des aciers rapides. Alors pourquoi rapides? Parce que souvent, c'est des aciers qui servent à faire des outils qui vont permettre de tailler, d'usiner, de transformer en fait des morceaux de matière qu'on va mettre dans une machine. Et dans ces machines, souvent qui font tourner un outil ou alors qui font tourner l'objet à modifier, il va y avoir un outil qui doit être très très dur et plus dur que la matière à modifier, hein. Donc ça tourne très vite et donc c'est pour ça qu'on les appelle des aciers rapides, parce que c'est des aciers qui sont faits pour faire des outils. Voilà, donc ça déjà on peut l'écrire là, les aciers rapides. Ici c'est des aciers à outils. Voilà, acier à outils. Donc, on va commencer par voir quelques exemples. Je vais prendre les objets au fur et à mesure. Donc ici, par exemple, je prends une lime. Alors, c'est pas une lime d'ailleurs, c'est une râpe. Une râpe à bois, comme on a la râpe à gruyère dans la cuisine, mais il faut savoir qu'on a aussi des outils qui s'appellent des râpes. Et donc ça va permettre de venir comme ça à l'intérieur d'un morceau de bois pour râper l'intérieur d'un trou et l'agrandir par exemple. Donc ça c'est de l'acier très très dur, hein. Il y a des ferronniers, donc des gens qui travaillent le métal, qui vont utiliser ça en fait comme matière de base pour la transformer par exemple en couteau, hein, parce que c'est un acier qui est très dur. Voilà, qui est donc de l'acier à outils. Donc on peut l'écrire au fur et à mesure, hein. Dans les aciers à outils, là, je viens de montrer une râpe. Une râpe, donc pas à gruyère, une râpe à bois. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai devant moi? Là, j'ai une paire de ciseaux. Alors, tout le monde connaît les ciseaux. Comment je sais que c'est de l'acier? J'aurais pu le faire aussi pour la râpe, hein. Je prends mon aimant et je vois que mon aimant il est attiré par la paire de ciseaux. Donc, c'est de l'acier déjà. Ensuite, qu'est-ce que je vois décrit sur le... On voit pas très bien là avec le zoom. C'est écrit stainless steel. Stainless steel. Donc, steel ça veut dire acier et stainless ça veut dire que... Alors, less c'est sans et stain donc ça veut dire que c'est un acier inoxydable. Donc inoxydable, ça veut dire qu'il ne va pas s'oxyder. Alors je l'écris, je vais l'écrire où ça? Je vais l'écrire peut-être ici dans la liste. Voilà. Dans les aciers fortement alliés, j'ai des aciers qui sont inoxydables. Inoxydables, ils ne vont pas s'oxyder, donc ils ne vont pas rouiller non plus, ils ne sont pas attaqués. Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas attaqués, qu'ils ne vont pas rouiller et qu'ils sont inoxydables? Parce qu'ils vont contenir du chrome. Le chrome, c'est une matière première, c'est un élément chimique qui est très très dur et qui a la propriété de ne pas du tout être attaqué par ce phénomène d'oxydoréduction et donc de ne pas rouiller. Donc si on mélange du chrome à de l'acier, dans une certaine proportion, on va obtenir ce qu'on appelle communément un inox. Voilà, de l'inox. Donc on parle souvent de l'inox comme une matière. En fait, l'inox c'est pas une matière, hein, c'est un alliage.
et c'est l'abréviation du mot inoxydable, donc qui vient du mot oxydation. Alors un exemple très concret d'inox, c'est l'inox 1810 qui est assez connu. Si vous regardez donc les couverts de la cantine, hein, les couteaux, les fourchettes et les cuillères, vous verrez écrit dessus inox 1810. Donc l'inox 1810, ça correspond tout simplement à un acier qui est fortement allié, donc qui contient plus de 5% de ces éléments additionnels qui constituent son alliage, et en l'occurrence l'inox 1810, ça veut dire que c'est un acier qui contient 18% de chrome et 10% de nickel. Alors l'inox 1810, c'est une dénomination commerciale, hein, c'est-à-dire que les gens connaissent sans vraiment savoir ce que ça veut dire. La vraie désignation, ça va être X5 CR NI 1810. Donc le X, ça veut dire que c'est un acier fortement allié. Le 5, ça veut dire qu'il contient 0,5% de carbone. Donc on est bien inférieur à 1,7% de carbone, hein, c'est bien un acier. Et ensuite, on a 18% de chrome et 10% de nickel. Voilà ce que ça veut dire. Donc là, c'est un exemple d'inox. Il y en a d'autres, hein. Il y a les inox plutôt marins, les inox alimentaires. Donc l'inox 1810 est un inox alimentaire. Alors ici j'ai une bille, donc une grosse bille de roulement. Là on voit qu'elle est, elle est un petit peu noire, donc elle n'est pas rouillée. On va essayer de zoomer dessus. Voilà. Elle n'est pas rouillée, elle est un petit peu rouillée, mais elle a surtout une couleur très très sombre. Donc ça, c'est un acier typiquement qui a une forte teneur en carbone. Donc si c'est un acier avec une forte teneur en carbone, donc le taux de carbone reste inférieur à 1,7%, mais il est plutôt haut, hein. Là, on a vu que sur l'acier fortement allié, par exemple, le 1810, le taux de carbone était que de 0,5%. Donc là, on va être beaucoup plus haut. Et alors, ça va être des aciers qu'on va utiliser pour les couteaux, pour les billes, sauf si on veut des billes donc qui ne rouille pas. À ce moment-là, on va mettre du chrome dedans, mais celle-là, a priori, c'est une bille. Alors, je ne sais pas du tout à quoi elle servait, hein. Je trouvais ça dans mon garage. Mais en tout cas, ça, c'est une bille qui a une forte teneur en carbone. Donc, ça va être un acier non allié, certainement, avec un bon taux de carbone. Donc, je ne vais pas mettre bille parce que c'est pas un exemple forcément qu'on va trouver tous les jours, mais en tout cas, on en a au moins parlé. Donc là, le couteau en inox, j'en ai déjà parlé. Alors ici, on a une lame de cutter. Donc la lame de cutter, on voit qu'elle est brillante, hein, donc elle est en acier évidemment, on le prouve ça avec l'aimant. Elle est en acier, par contre on voit qu'elle est un petit peu rouillée. Donc si elle est brillante, c'est que certainement elle est un petit peu alliée avec d'autres métaux, hein, qui l'ont rendue brillante. Donc c'est sûrement un acier faiblement allié qui doit contenir justement un petit peu de chrome et peut-être d'autres éléments. Mais en tout cas, si ça rouille, c'est que c'est pas de l'inox, ça c'est à peu près sûr, parce que l'inox ça ne rouille pas. Donc lame de cutter, on peut mettre ici dans les il faudrait que je la refasse peut-être au propre. Je la ferai au propre sur une feuille tout à l'heure pour avoir un modèle. Voilà, lame de cutter, acier faiblement allié. Qu'est-ce que j'ai d'autre en acier ici? Alors là, j'ai une clé à molette. Une clé à molette, donc c'est une clé qui est utilisée souvent par les plombiers. Donc la molette, c'est quoi? C'est ce truc là qu'on va tourner et qui va permettre d'écarter plus ou moins la mâchoire qui est là, la mâchoire mobile, par rapport à la mâchoire fixe qui est en haut. Voilà, donc en tournant la molette dans un sens, on resserre, et en tournant la molette dans l'autre sens, on écarte. Voilà la clé à molette. Donc ça va permettre de s'adapter à différents types, à différentes tailles d'écrou. Voilà, par exemple, ici j'ai un écrou, donc je vais adapter la taille de ma clé à cet écrou. Donc cette clé, on voit qu'elle est très très brillante, hein. Donc là ça va être un acier donc qui va être fortement allié aussi pour justement garantir une bonne dureté à l'acier et une grande durée de vie parce qu'elle ne va pas rouiller, hein. Donc là on est dans le cas aussi d'un acier fortement allié. Donc on peut mettre ici en exemple les outils. Donc là, quand on parle d'outils, c'est pas des outils qu'on va mettre sur une machine, des outils pour couper justement du métal, hein. On va parler d'outils plutôt manuels, outils manuels. Voilà, comme par exemple la clé à molette. Je sais pas si on va voir, hein, sur la vidéo. La clé à molette ou alors les tournevis, les outils comme ça. Ça va être dans des aciers fortement alliés. Alors, dans les aciers fortement alliés, je vais aller en chercher un là-bas. Voilà, je savais qu'il y en avait une qui traînait quelque part. Donc ça, c'est aussi une clé, hein. Donc on voit qu'elle est très brillante. Donc sûrement, elle contient du chrome. Donc c'est une clé de 17, hein.
Et alors si on regarde dessus, c'est marqué chrome vanadium. Voilà, donc ça c'est un acier qui contient du chrome et du vanadium. Le vanadium c'est un métal qui a des propriétés qui rendent du coup l'acier extrêmement dur. Voilà, et qui vont lui permettre donc d'être plus solide quand on va forcer sur la clé pour desserrer ou serrer quelque chose. Donc du chrome vanadium. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre en acier? Bah là j'ai un écrou. Voilà, j'ai un écrou, on voit qu'il est un petit peu rouillé, donc on est à peu près sûr qu'il est en acier. Alors j'en ai un autre ici. Voilà. Donc est-ce que je mets celui-là ou est-ce que je mets celui-là? Voilà, ça peut être une question qu'on va vous poser au brevet. On est sur un bateau, voilà, on a besoin d'un écrou, lequel on prend là? Celui qui est en acier ou celui qui est en acier? Alors quelle est la différence? Bah celui-là il est un petit peu, il commence un petit peu à rouiller, hein, donc on est à peu près sûr d'être sur un acier standard, c'est-à-dire un acier non allié ou alors faiblement allié, hein, peut-être qu'il contient un petit peu de chrome parce qu'il avait l'air quand même peut-être un peu brillant au départ, mais en tout cas il en contient pas beaucoup. Alors celui-là, il est extrêmement brillant et celui-là, il rouillera jamais parce que c'est de l'inox. Alors comment est-ce qu'on fait la différence? Je ne l'ai pas dit tout à l'heure avec le couteau, entre l'acier classique et l'inox. Bah, c'est que l'inox, il n'est pas magnétique. En mettant beaucoup de chrome à l'intérieur de l'acier, en fait, il perd sa capacité à être attiré par les aimants et son côté magnétique. Voilà. Donc l'inox n'est pas magnétique. Alors il faut se méfier parce que parfois il y a des objets qui ne sont pas attirés par l'aimant mais qui ne sont pas de l'acier, comme l'aluminium, on le verra tout à l'heure. Hein, donc voilà, un écrou en inox et un écrou en acier classique. Alors cet écrou en inox, j'en profite parce que dans une autre vidéo je parlerai des matières plastiques. Cet écrou, ça s'appelle un écrou nil stop. Alors nil stop, je ne vais pas l'écrire parce que c'est pas un mot de vocabulaire qui est forcément important de connaître. Mais en tout cas, un écrou nil stop, ça veut dire qu'il est freiné par une petite bague en plastique qui est à l'intérieur là. Et donc ça va lui éviter de se desserrer. Donc on met des écrous nil stop dans certaines situations, comme sur les voitures par exemple, à certains endroits où il y a beaucoup de vibrations. Et donc cette petite bague bleue là qu'on voit, elle est en nylon. Donc le nylon c'est une matière qui est assez connue de nom. C'est utilisé dans bien des domaines d'application. Et donc cette petite bague en nylon en fait va avoir la propriété d'être un petit peu déformable au moment où on va serrer l'écrou. Et donc en fait elle va bien serrer la vis sur laquelle on va visser l'écrou et donc elle va empêcher l'écrou de se desserrer. Voilà, donc un écrou nil stop, c'est un écrou en acier qui contient une petite bague en nylon. Voilà pour la petite parenthèse. Là j'ai une clé. Donc une clé qui est un petit peu rouillée, donc c'est une vieille clé d'armoire, hein, qui était sûrement fait dans un acier assez basique. Donc pourquoi je montre une clé? Parce que justement, les vieilles clés, on les faisait dans de l'acier non allié, donc de l'acier assez standard, hein, sans autres éléments en plus. Mais les clés comme ça, c'était bien pour les armoires des grands-mères. On va éviter maintenant de faire des clés dans ce type d'acier parce qu'on veut que la clé, elle ne rouille pas. Parce qu'une clé qui rouille, forcément, elle va avoir du mal à rentrer dans la serrure. Hein, donc les clés, maintenant, elles sont plutôt dans un acier soit faiblement allié, soit fortement allié si c'est une clé qui a besoin d'être solide, mais c'est quand même assez rare. Hein, donc si on prend ça par exemple, c'est à peu près le même type de métal qui compose les clés, c'est des anneaux là sur lesquels on vient accrocher les clés justement, hein, donc c'est des anneaux de porte-clés. Donc ça c'est de l'acier qui est à la fois avec un effet ressort, hein, donc avec des matériaux à l'intérieur qui lui permettent d'être un petit peu élastique, mais aussi qui contiennent beaucoup de chrome pour ne pas rouiller, comme les clés. Donc un acier fortement allié. On peut mettre ici donc les clés. J'ai perdu mon feutre vert, non il est là-bas. Voilà, les clés. Alors ici, voilà, le gros morceau comme ça sera fait. Ça c'est un turbo de voiture. Voilà, donc un turbo de voiture avec le collecteur d'échappement. Le collecteur d'échappement, c'est cette grosse pièce là, avec 5 brides. Donc les brides, c'est ces parties là qui viennent se brider, c'est-à-dire se serrer à la sortie du moteur. Donc le moteur, il fonctionne grâce à du gasoil mélangé avec de l'air ou avec de l'essence mélangée avec de l'air. Ça forme un mélange explosif. Et donc cette explosion qui se produit dans le moteur à l'intérieur va devoir s'évacuer par un pot d'échappement. Et ben, le collecteur que je tiens dans les mains, c'est la pièce qui va relier le moteur au pot d'échappement. Et alors entre ce collecteur et le pot d'échappement, qu'est-ce qu'on a? On a le turbo. Alors comment ça fonctionne un turbo, on le verra peut-être à un autre moment, mais en tout cas le principe c'est de comprimer de l'air.
Donc les gaz d'échappement, allez je l'explique, les gaz d'échappement font tourner une turbine qui est là-dedans, et cette turbine là, qui tourne grâce au gaz d'échappement, fait tourner un axe qui passe là-dedans, et qui fait tourner une seconde turbine, et cette turbine-là, elle comprime de l'air qui n'a pas encore brûlé, de l'air extérieur. Donc au lieu de faire rentrer de l'air dans le moteur, de l'air à la pression atmosphérique, on fait rentrer de l'air qu'on comprime, et en fait c'est de l'air comprimé, donc l'air rentre par là, et il ressort par là, donc là il rentre dans le moteur comprimé, et donc un air qui est comprimé, et ben il fait déjà une partie du travail du moteur, c'est à dire que les pistons qui montent et qui descendent dans un moteur vont comprimer le mélange air et carburant. Là si l'air est déjà comprimé avant, forcément le moteur force moins, donc il consomme moins. Donc pourquoi est-ce qu'on a inventé le turbo? C'est d'abord pour ça, pour faire consommer moins tout en ayant plus de puissance. Alors cette pièce justement, est-ce qu'elle est en acier ou en fonte? Alors il n'y a pas vraiment de caractéristiques magnétiques, ou en tout cas de caractéristiques évidentes qui permettent de savoir si une pièce est en acier ou en fonte. Ce qui va nous permettre de le savoir, c'est plutôt à quoi elle va servir et plutôt son mode d'obtention. Donc là, cette pièce-là, elle sert à canaliser les gaz d'échappement sur le premier cylindre, le premier piston, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, pardon. Et donc parce que c'est un moteur donc à 5 pistons, à 5 cylindres. Donc cette pièce là, elle a uniquement pour rôle d'évacuer les gaz du moteur et de les transférer vers le pot d'échappement. Donc elle n'a pas besoin d'une résistance particulière, mis à part une résistance thermique, une résistance à la chaleur. Il va falloir qu'elle puisse se dilater, mais surtout elle n'a pas une finition extraordinaire, c'est-à-dire que c'est une pièce qui a été moulée. Donc dans un moule en sable, on fait un moule en sable, c'est-à-dire qu'on crée cette pièce là au départ avec une machine donc qui permet de fabriquer des pièces métalliques. Ça peut être un tour, ça peut être une fraiseuse, je ne vais pas développer ça maintenant. On fait un premier exemplaire de la pièce, donc ça va être un petit peu long. Et ensuite cette pièce on la met dans un bac à sable en gros, et on fait une empreinte. Et ensuite on enlève cette pièce, et ensuite on va venir mouler d'autres pièces grâce à ce moule, en versant du métal liquide dedans. Et donc souvent on utilise la fonte. La fonte parce qu'elle a des propriétés donc qui lui permettent déjà de se mouler facilement, d'avoir un refroidissement homogène entre le moment où le métal est versé dans le moule liquide et le moment où il va refroidir. Et puis c'est surtout donc un métal qui va bien résister à la rouille. Donc ça va rouiller un petit peu en surface, mais globalement c'est un mélange fer-carbone qui va être très résistant dans le temps. Alors, sur cet ensemble, on voit qu'il y a de la fonte, ici. Ici, le corps du turbo, donc la partie qui contient la turbine d'entraînement, celle qui tourne grâce au gaz d'échappement, est aussi en fonte. Ici, on a des pièces en acier, donc qui sont un petit peu brillantes. Comment on sait que c'est de l'acier? Avec un aimant. Donc là, je ne peux pas le faire parce que c'est un petit peu lourd, mais si je mets un aimant sur cette tige, je vois qu'elle est attirée par l'aimant. Donc on a des pièces en acier. Pourquoi en acier? Parce qu'elles sont petites mais elles ont besoin d'être solides, donc on les a faites en acier. Elles avaient besoin d'une finition particulière avec un filetage, donc on les a faites en acier et non pas en fonte, parce que la fonte est souvent brute de fonderie. On a juste fait un petit usinage ici pour rendre ça bien plat, mais sinon tout le reste de la pièce là du collecteur était brut de fonderie, c'est-à-dire pas modifié après le moulage, alors que cette pièce là elle est en acier parce qu'elle a été pliée, elle a été modifiée, on a fait un filetage, etc. Et le bout ici qui est dans un autre matériau qui est gris, qui a une couleur un peu particulière qu'on reconnaît assez facilement, ça c'est un alliage d'aluminium. Alors il n'est pas attiré par l'aimant. Il a peu de brillance, il est gris mais il a peu de brillance contrairement à de l'inox. Donc on peut supposer que c'est un alliage d'aluminium, et ça on va le vérifier aussi d'une autre manière. Donc je pose ça parce que c'est très très lourd, je commence à avoir mal au bras. Hop, je vais le poser derrière. Comment est-ce qu'on peut savoir que c'est en aluminium? C'est en le démontant. Et en le démontant, ça donne ça. Et là on a une pièce qui est extrêmement légère, et donc qui confirme que c'est de l'aluminium. Alors c'est de l'aluminium qui a été moulé. On le voit à l'état de surface, là, à la finition, on voit que c'était dans un moule en sable. Ici, on voit encore toutes les petites aspérités du sable. Donc ça donne pas une finition extraordinaire, mais en fait suffisante pour une pièce qui est à l'intérieur d'un moteur et qui ne se voit pas.
Par contre, s'il y a des zones de la pièce qui ont besoin d'être précises, eh ben on va les réusiner, les rectifier, comme cette partie-là sur laquelle on vient emboîter le tuyau d'admission d'air, elle est rectifiée, elle est parfaitement lisse, donc elle a été repassée à la machine. L'intérieur ici est brut, l'extérieur est brut. Ça, c'est une surface qui a été réusinée aussi, donc modifiée à la machine avec des outils de précision. Voilà, la partie à l'intérieur où il y a la turbine aussi a été un petit peu rectifiée. Voilà, mais globalement, c'est une pièce en alliage d'aluminium qui a été réalisée par fonderie. Donc à l'intérieur de cette pièce, il y a la fameuse turbine du turbo. Hein. Donc sur cette pièce centrale qu'on a vue tout à l'heure, il y a deux turbines. Il y a la turbine ici, la turbine du bas qui est entraînée par les gaz d'échappement, et la turbine du haut qui rentre dans le turbo ici et qui comprime l'air qui rentre par là. Et donc la turbine tourne et elle extrait donc l'air comprimé par ce tuyau avant de rentrer dans le moteur. Voilà, donc ici cette turbine, le corps de la turbine ici est en fonte également. Voilà, le corps de cette turbine est en fonte, moulé, avec des parties rectifiées, comme ici, c'est bien plat. Le filetage à l'intérieur, ici, voilà, c'est bien plat, bien réusiné. Donc justement, il est cassé, il est facile à démonter. On a ici un axe en acier qui est tout petit. Voilà, donc ça, s'il est aussi petit alors qu'un turbo ça tourne extrêmement vite, c'est que c'est un acier fortement allié. Si je nettoie un peu l'huile qui est dessus, on va essayer de faire la mise au point. Si je nettoie l'huile qui est dessus, c'est un acier qui est extrêmement brillant, qui est extrêmement dur. Voilà, un acier fortement allié. Pas forcément de l'inox, hein, mais en tout cas qui s'en rapproche. Je n'ai pas essayé de mettre l'aimant dessus. Voilà. Et les turbines, elles aussi, qui sont noires, sales, parce que elles ont servi 100, peut-être 200 000 km, hein, donc tordues, cassées, puisque ce turbo est mort. Mais en tout cas, ça c'est un acier qui est fortement allié aussi, qui a besoin d'être très très dur et très résistant. Hein. Les deux turbines ici sont en acier. Voilà, donc si je pose un aimant dessus, l'aimant est attiré évidemment. Ah non, celle-là est très très légère. J'ai dit une bêtise, celle-là est très très légère, elle est en alu. Je vais essayer avec mon aimant tout de suite. Voilà, je suis à peu près sûr. Ouais, celle-là elle est en alu. Celle-là elle est lourde. Ah non, elle est en alu aussi, j'ai dit une bêtise. C'est l'axe à l'intérieur qui est en acier. La mise au point du téléphone, là, c'est très pénible. Donc la partie intérieure est en acier, mais la turbine est en alu. Ça m'étonne d'avoir mis une turbine en alu. Je sais pas si c'est pas un matériau du genre manganèse ou magnésium peut-être. C'est difficile de le savoir. Hein. Il faudrait faire des recherches sur internet. Ça ressemble vraiment à de l'aluminium, à la couleur. Voilà, c'est la même couleur qu'une règle métallique là, comme on a parfois dans les trousses. Par contre ici, ça je pense pas que ce soit de l'alu. Je pense que c'est du manganèse ou du magnésium, je ne sais pas. Peu importe. Donc on va les écrire puisque j'en ai parlé. Hein, donc dans les métaux, on a les ferreux et les non ferreux. Dans les non ferreux, on a donc les alliages d'aluminium. On a aussi les manganèses, le manganèse pardon, et ses alliages et alliages. On a le magnésium. Alors le magnésium, parfois on en parle dans certains paquets de gâteaux. Dans l'eau minérale aussi, il y a du magnésium. Hein, ça fait partie des minerais dont le corps a besoin. Mais c'est à la base une matière première, un élément chimique en fait, et qu'on va pouvoir ajouter donc à certains alliages d'aluminium justement, ou alors avoir des alliages de magnésium, donc où le magnésium est l'élément principal, et on va rajouter voilà, des éléments comme le nickel, le cobalt ou des métaux un petit peu spécifiques. Le magnésium, l'aluminium, le manganèse. Alors un métal qui est très connu pour les pièces aéronautiques et aussi pour les prothèses chirurgicales. Je le sais puisque j'en ai une dans un os, hein, donc une prothèse en titane. Titane et alliage de titane. Donc c'est un élément primaire de la classification périodique des éléments, et c'est un matériau, c'est un métal qui est très très dur et très solide et extrêmement léger par rapport à l'acier en tout cas. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre dans les matériaux non ferreux? Alors on va avoir deux autres matériaux, j'en parlerai tout à l'heure, non je vais en parler maintenant. Alors ça, peut-être tout le monde connaît, ça s'appelle de l'étain.
Donc ici, cet étain est sous forme de fil, et donc cet étain il va fondre pour permettre de faire de la soudure de composants électroniques. Donc on va utiliser un fer à souder qui va chauffer. Donc la température de fusion de l'étain c'est à peu près 230 degrés. Voilà, le symbole chimique je le rajouterai après, hein, partout en bleu. Et donc on va approcher ici le fil d'étain du bout du fer à souder, ça va le faire fondre. Et donc c'est très pénible cette mise au point qui ne marche pas. Non, il focalise, en fait le capteur du téléphone focalise sur le tableau. Voilà, non, il n'y a rien à savoir. Voilà, on voit qu'il y en a encore un peu de l'étain froid ici au bout du fer à souder. Donc on fait fondre l'étain comme ça. Donc l'étain liquide, ensuite on va le déposer sur la pâte du composant électronique à souder. Et ensuite on enlève le fer à souder, ça refroidit. Et on a une soudure qui n'est pas extrêmement solide, mais qui est suffisante en tout cas pour l'électronique. Donc ça c'est de l'étain. Voilà, symbole SN, je l'écrirai tout à l'heure. Je vais l'écrire maintenant. Donc ici on a aussi, je fais un autre trait là, hop, l'étain. L'étain, symbole SN. Voilà, donc ça c'est une matière qui est utilisée surtout pour la soudure. Les plombiers s'en servent aussi. Ça c'est l'autre morceau du turbo démonté là qui est en fonte que j'ai montré tout à l'heure. Donc de la fonte très lourd, hein, aussi lourd que l'acier, mélange fer-carbone, très bonne capacité à être moulé. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un couteau, donc très brillant. Il y a des couteaux qui sont un peu noirs, qui ont tendance à rouiller, donc ils sont dans un acier faiblement allié, hein, il n'y a pas beaucoup de chrome dedans. Ici donc on voit qu'il est très brillant, donc ça c'est un couteau en inox, hein, c'est un couteau de cuisine. Alors ici j'en avais un là tout à l'heure, voilà. Ça c'est par exemple c'est un morceau d'acier au départ, un gros morceau d'acier là bien épais, que j'ai commencé à forger là, que j'ai pas fini, parce que j'avais plus de charbon, donc une forge c'est quoi? C'est comme un barbecue mais qui chauffe très 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 fort, parce qu'on va en fait on va envoyer de l'air en dessous du foyer de combustion, et donc l'air contenant de l'oxygène ça va augmenter la température de façon importante, donc jusqu'à arriver à une température qui va permettre de rendre cet acier rouge, hein. Donc l'autre jour là quand j'ai commencé à le forger, en fait j'avais ce morceau de métal là qui était rouge complètement du début jusqu'à la fin. Donc là évidemment il faut une pince spéciale un peu longue, parce que la chaleur même si je tenais la lame à cette distance là elle me brûlerait les mains, et des gants spéciaux. Et en fait quand l'acier est rouge comme ça, on va pouvoir le marteler, hein. Donc on tape dessus au marteau sur une enclume. Donc une enclume c'est un gros objet en acier qui est très lourd, et donc qui va permettre d'appuyer ce morceau de métal rouge et de le marteler, hein. Donc le fait de marteler un acier ça va changer ses propriétés mécaniques, ça va le rendre plus résistant. Et en fait quand on l'a bien travaillé, quand on l'a bien écrasé, qu'il est devenu tout fin, hein, comme celui-là, parce qu'on va pouvoir le rendre extrêmement fin, on va l'étirer, 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 le marteler, et en fait on va obtenir, à la fin on va obtenir ça. Voilà, donc on voit ici la partie que j'ai commencé à meuler là pour faire le manche, qui est très brillante, hein, comme celui-là. Alors que ici on a une partie qui n'est pas encore terminée, puisque je vais encore la chauffer plusieurs fois, la marteler encore, hein. J'ai juste commencé à travailler ici un petit peu la partie qui va être le tranchant, mais en fait donc à la fin le couteau là sera entièrement brillant. Je vais fabriquer un manche en bois, et donc à la dernière opération de chauffe, là quand il sera bien rouge, pour le rendre extrêmement dur, je vais le tremper. C'est-à-dire qu'il sera rouge, il sera à 1000 degrés, et je vais le tremper dans de l'huile froide, enfin froide à température ambiante. Et le fait de refroidir un acier comme ça très très vite, ça va le rendre extrêmement dur. Voilà, et donc c'est ce qui fera que le couteau aura un tranchant en tout cas très solide. Il ne va pas s'user comme un acier classique. Voilà, donc quand c'est terminé, je montrerai un exemple de couteau terminé tout à l'heure, issu d'une forge manuelle. Voilà. Donc ça c'est aussi de l'acier. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre là? Là j'ai des manilles et une poulie. Alors une manille, c'est cette espèce de petit crochet là sur lequel on a un axe, et donc ça va servir à venir s'accrocher souvent sur les voiles de bateau pour venir tendre avec des cordes les voiles de bateau, etc. Et donc toutes ces manilles, vu qu'elles vont être utilisées dans un environnement marin, sont soit en inox soit en acier. Donc les deux manilles ici sont en inox, hein, je peux le vérifier avec mon aimant. Voilà, l'aimant n'est absolument pas attiré. Et alors là par contre cette pièce là, donc c'est une poulie, hein, sur laquelle on vient enrouler une corde. Elle est un petit peu tordue, peu importe. Par contre là on voit bien, elle est intéressante pour ça parce qu'on voit bien l'oxydation de l'alu.
L'alu s'est complètement oxydé au contact de l'air marin et de l'eau de mer. Voilà, donc c'est pas le même phénomène que la rouille, hein. L'aluminium ça s'oxyde, mais ça ne donne pas de la rouille. Voilà, ça donne cette espèce d'érosion comme ça là, et ça rend l'aluminium un petit peu terne, et on a l'impression qu'il est poreux comme une éponge. Donc il commence vraiment à celui-là à avoir passé quelques heures dans un environnement marin agressif. Donc il y a des traitements chimiques, hein, pour protéger les aluminiums ou les alliages d'aluminium des environnements marins, mais bien souvent on choisit déjà des aluminiums, des alliages d'aluminium adaptés aux environnements agressifs, et puis ensuite on fait un traitement chimique en plus dessus, un genre de vernis quoi en fait, qui va les protéger davantage. Donc ici j'ai le support justement du fer à souder que j'avais tout à l'heure, là, le fer à souder qui se met là-dedans, là, hop, voilà, support du fer à souder. Et donc ce support de fer à souder, il contient deux éléments. Il contient le ressort là qui permet de venir hop, mettre le fer à souder et puis de le tenir de façon un petit peu souple là. Bon, ça sert pas à grand chose, mais en tout cas ça permet ici d'isoler la partie qui maintient vraiment la panne là, qui est très chaude, d'un éventuel contact avec les mains. C'est à dire que normalement, même si je mets mes mains comme ça, je peux pas me brûler, alors que le fer à souder que je rentre à l'intérieur là, lui est très très chaud. Voilà. Donc, et puis il y a cet effet ressort là qui donne un objet, voilà, qui est souvent sur un atelier, un établi d'électronique. Donc l'acier ici, très brillant, qui contient donc du chrome, acier fortement allié, donc très très dur. Et ça va à la fois lui donner cette dureté. Donc quand je parle de dureté, je ne parle pas du fait qu'on ne puisse pas le déformer. Un acier peut être déformable, mais dur. Donc dur, c'est-à-dire difficile à rayer. Si j'essaye de le griffer par exemple, ou de l'écraser, il va être très dur, mais à la fois il est souple. Et donc le pied ici qui est en fonte. Voilà, donc encore une pièce qui est brute, qui n'a pas été tellement retravaillée là, qui est brute de fonderie, donc qui sort d'un moule, certainement en sable, hein, vu l'état de surface ici du matériau. Donc il n'y avait pas besoin d'un état de surface forcément plus joli, donc ils ont choisi la fonte un peu moins noble et voilà, bien stable, bien lourd, hein, donc la même densité que l'acier. Je vais écrire les densités aussi après. Je vais commencer maintenant avec les densités. Alors je vais peut-être rapprocher, ou alors je vais zoomer un peu plus, voilà, sur le tableau. Donc l'acier, alors l'acier, ce qui est important, voilà, les densités. Donc les densités, qu'est-ce que c'est que la densité? Je le rappelle, donc la densité, la masse volumique, c'est un petit peu le même concept, hein. La masse volumique, c'est la masse d'un certain volume. Donc la référence, c'est l'eau. Donc si je prends la masse volumique de l'eau, ça se note ρ, comme ça, un chiffre comme vous avez appris en physique chimie, alpha, bêta, gamma, donc c'est un chiffre grec, ρ de l'eau. Ça vous le verrez beaucoup en secondes là. Donc le symbole de la masse volumique, c'est 1. Alors la densité c'est 1, la densité ça n'a pas d'unité. Si je parle de masse volumique, c'est la masse d'un volume, donc là il va falloir dire que c'est 1 avec une unité de masse, par exemple le kilogramme, et une unité de volume, par exemple, pour 1 décimètre cube. 1 décimètre cube, je vais effacer parce qu'on va rien voir, 1 décimètre cube qui est équivalent à 1 litre. Donc pour que ce soit plus parlant, 1 litre d'eau, si je prends une bouteille d'1 litre d'eau, elle va avoir une masse d'1 kilogramme. Ça c'est la densité de référence. Pourquoi c'est la densité de référence? Parce que c'est l'élément le plus présent sur Terre, l'eau, et puis surtout ça nous donne déjà une référence par rapport à la flottabilité, c'est-à-dire qu'il y a les objets qui flottent et les objets qui coulent. Donc ici, tous les métaux qu'on va voir, ce ne sera pas le cas de tous les matériaux, puisque dans les matériaux, on a les matériaux plastiques qui, eux, sont souvent plus légers que l'eau, donc qui flottent. C'est le problème d'ailleurs dans les océans. Mais en tout cas, tout ce qui est métaux, ça va avoir une densité ou une masse volumique supérieure à 1. Donc ici, on parle d'une masse volumique, hein, la masse d'un certain volume, 1 kg par décimètre cube. Mais si on parle de densité, on va dire que la densité de l'eau, c'est 1. Donc ça revient à la même chose, sauf que pour la densité, on ne met pas d'unité. Alors, moi je vais parler en densité parce que ça évitera de marquer des unités partout et de surcharger le tableau. Alors ici, le plus lourd, ça va être
Alors l'acier ou la fonte, hein, matériaux ferreux, ça va être la même chose. Ici, on a une densité de 7,8. 7,8, ça veut dire que si je remplissais une bouteille d'un litre avec de l'acier liquide, si je néglige la masse de la bouteille, en fait, cette bouteille aurait une masse de 7,8 kg. Donc c'est très lourd l'acier, hein. Voilà. Donc ensuite, on a une autre donnée importante qui est la température de fusion. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un ordre de grandeur, ça sera jamais demandé au brevet, mais en tout cas c'est intéressant. Donc là on a une température, un point de fusion, en tout cas qui est d'environ 1500 degrés pour les aciers et les fontes. Voilà, ce qui est important. Donc ça s'applique à peu près, hein, en fonction des éléments qu'on rajoute dans les aciers, hein. Si c'est un fortement allié, si on rajoute beaucoup de chrome, etc. Les températures varient un petit peu, la masse volumique aussi, mais ça reste dans cet ordre-là. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de savoir un petit peu quelles sont les températures de fusion et surtout les densités des autres matériaux. Alors l'aluminium, évidemment, c'est extrêmement utilisé par rapport à sa densité qui est très faible, qui est de 2,7. Donc 2,7, ça nous donne des pièces extrêmement légères, donc très utilisées dans l'industrie automobile ou dans l'industrie aéronautique, hein. Donc la température de fusion de l'aluminium, T, c'est 660 degrés environ, ça dépend, toujours pareil, des alliages, hein, mais ça tourne à peu près à ces températures-là. Donc en plus, c'est facile d'obtenir une pièce en aluminium moulé, puisque on aura besoin de moins d'énergie pour faire fondre les alliages d'aluminium, hein. D'ailleurs, on peut facilement se fabriquer une petite fonderie d'aluminium à la maison, avec justement un bon feu et une bonne arrivée d'air en dessous, et on va pouvoir faire fondre dans une casserole en acier qui elle ne fondra qu'à 1500 degrés environ. Et ben dans cette casserole en acier on va pouvoir mettre par exemple des morceaux de canettes de soda en aluminium, et à partir de 660 degrés environ on va pouvoir commencer à avoir l'aluminium liquide fondu et éventuellement le verser dans un moule pour obtenir une pièce d'aluminium. Donc ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Alors ensuite, on a un autre matériau qui est hyper intéressant, c'est le titane. Donc le titane, lui, par contre, il est extrêmement dur à travailler, extrêmement dur à percer, à couper, à usiner. Il est extrêmement dur, c'est un matériau extraordinaire. Sa température de fusion, elle est de 1700 degrés. Et c'est extrêmement léger. Alors c'est un petit peu plus lourd que l'aluminium forcément, mais c'est 2 fois plus léger que l'acier, puisque ça a une densité de 4,5. Donc extrêmement intéressant, là aussi pour des pièces qui ont besoin d'être pas trop lourdes, mais extrêmement solides, notamment dans l'industrie aéronautique, pour les avions. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le magnésium. Donc le magnésium, température de fusion assez proche de l'aluminium, je crois que c'est 650 degrés environ. Celsius, voilà, 650 degrés Celsius pour le magnésium. Et là, alors le magnésium, c'est extrêmement léger, j'en ai pas malheureusement ici sur la table. Ça a une densité d'1,7, c'est extrêmement léger. Alors j'en ai pas, tout simplement parce que ça coûte très cher et c'est relativement rare. J'en ai un petit peu sur ma moto. Donc parce que certaines pièces de la moto, justement, pour être plus légères, sont en magnésium. Notamment, moi j'ai les jantes qui sont en magnésium, et donc c'est des jantes qui sont difficiles à trouver parce qu'elles coûtent extrêmement cher. Et la moto étant vieille, c'est pas des pièces qu'on trouve n'importe où. Voilà, donc les jantes maintenant sont souvent en matériaux composites, donc pas des métaux. Les jantes on va dire sur les motos ou les voitures d'entrée de gamme sont souvent en acier. Dès qu'on monte un petit peu en gamme, qu'on veut des jantes un peu plus sympas ou un petit peu plus légères, on va être sur des alliages d'aluminium. Et vraiment, si on veut être sur quelque chose de sportif, donc de très léger, mais aussi très solide, on va utiliser donc des alliages de magnésium. Voilà. Alors le manganèse, je l'ai absolument pas en tête, donc peut-être à chercher sur internet. Voilà, je l'ai pas en tête. Je suis désolé, j'aurais dû chercher avant. Alors un autre matériau dont j'ai pas parlé, c'est le plomb. Voilà, le plomb. Je dois en avoir justement dans une caisse de pêche là juste à côté. Le plomb, donc un matériau qui est très lourd, qui est un élément de base, hein. Le plomb, c'est Pb, l'abréviation, le symbole de l'élément Pb. Pb, voilà, grand P, petit b. Et le plomb, c'est très très lourd. C'est pour ça qu'on l'utilise pour la pêche. Ça a une densité de 11,3 environ.
Et la température de fusion, que je dise pas de bêtises, c'est très facile à faire fondre le plomb aussi dans une casserole, hein. Faut pas le faire parce qu'il y a des gaz un petit peu toxiques, mais je crois que c'est aux alentours de 330 degrés la température de fusion du plomb. Essayez vous de l'écrire à l'horizontale proprement, hein. Là, moi c'est vrai que j'ai fait ça un peu, c'est un petit peu moche. Donc, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre sur ma carte mentale? Ah oui, j'ai oublié un truc super important, je l'ai devant le nez en plus. Le cuivre. Donc le cuivre qu'on utilise beaucoup dans la plomberie, alors on a tendance à le remplacer par des tuyaux, hein. Donc ça c'est pour amener l'eau potable, hein, dans les robinets, à la douche, au WC, au lavabo, etc. Et tous ces tuyaux et ces raccords qui sont en cuivre, ils sont de plus en plus remplacés par des raccords en polyéthylène. Donc ça c'est une matière plastique, j'en parlerai dans une autre vidéo, hein. Donc le cuivre qui est un élément de base, même si souvent ce qu'on nous vend comme cuivre, ça n'est plus un élément de base, c'est un alliage de cuivre, mais bon l'élément principal ça reste le cuivre. Je vais le faire ici en haut s'il me reste un petit peu de place. Voilà, le cuivre, cuivre et alliage, hein. Essayez de marquer. Voilà, le cuivre pur, ça n'est que rarement utilisé. Allez, je le marque quand même. Cuivre et alliage. Voilà, alors le cuivre, là aussi, une température de fusion qui a été utilisé très rapidement au Moyen-Âge, hein, avant de maîtriser l'acier, parce que pour fabriquer des armes en acier, il a fallu monter en température, donc trouver des techniques pour forger à plus haute température. Donc les premières lames qui ont été réalisées, c'était à base d'étain et de cuivre, hein. C'était des mélanges comme ça, de matériaux qui fondent à des températures beaucoup plus basses. Enfin beaucoup plus basses, le cuivre c'est quand même une température de 1100 degrés à peu près pour le faire fondre. Un petit peu moins, je crois que c'est 1090, quelque chose comme ça. Et la densité du cuivre, c'est très lourd le cuivre, hein, donc c'est 9, une densité de 9. Donc c'est assez recherché le cuivre, ça coûte cher. Donc le cuivre, hein, donc on l'a vu ici sur ces, voilà, on le voit là sur ces tuyaux, sur ces raccords. Ici j'ai un embout de tuyau de plomberie, là aussi de robinet que j'ai changé il n'y a pas très longtemps, là, qui a été soudé à l'étain. D'ailleurs on voit la soudure ici à l'étain entre les deux pièces de cuivre. À ne pas confondre avec le laiton, parce que souvent dans la plomberie on trouve des bouchons comme ça ou des éléments qui sont, vous voyez que c'est pas du tout la même couleur, hein. Ça c'est du laiton, ça c'est du cuivre. Donc le laiton c'est encore un métal pardon, non ferreux. Je connais pas la température de fusion ni la densité. Le laiton, je vais le rajouter ici. Le laiton, je commence à plus trop avoir de place, hein. Donc après j'entourerai ce qui est vraiment à connaître. Le laiton c'est bon, c'est connu, hein, mais il n'y aura pas de question là-dessus au brevet, je suis à peu près convaincu. Voilà, donc le cuivre, hein. Le cuivre c'est important. Le cuivre, excellent conducteur, ça n'est pas magnétique. Je vais le prouver quand même. Voilà, ça n'est pas magnétique. Voilà, ça ne contient pas de fer. Si ça ne contient pas de fer, ça n'est pas magnétique. Donc le cuivre, très bon conducteur, c'est utilisé pour les fils électriques. J'en ai un morceau ici. Hein, donc quand on dit un fil électrique, c'est un fil qui n'est pas en électricité, c'est un fil qui laisse passer l'électricité à l'intérieur. Sauf que quand on le regarde, on a l'impression qu'il est en plastique. Voilà, c'est normal, c'est parce qu'il est isolé. Pourquoi il est isolé? C'est pour pas qu'il vienne toucher d'autres fils et que ça fasse des courts-circuits. Donc si on le dénude, c'est-à-dire qu'on le met à nu, dénudé, avec une pince à dénuder, c'est-à-dire qu'on coupe un petit peu ici la gaine en plastique qui est sur le fil et qu'on tire. Là, c'est un petit peu dur parce que le cuivre, il est un peu vieux. Voilà, on voit mieux si je me rapproche. Voilà, le cuivre. On retrouve la couleur du cuivre, hein, que j'avais sur le raccord tout à l'heure. Donc ça, c'est un fil de cuivre, un fil qui est utilisé pour les installations électriques dans les maisons. Donc le cuivre, excellent conducteur. Si je démonte ça, là, justement, par exemple, c'est une prise qu'on peut acheter comme ça. Si on a une prise qui est cassée, on a marché dessus, voilà, la prise de la rallonge de je ne sais quel appareil est cassée. On peut acheter cette prise là et donc on va pouvoir remettre nos fils, refaire passer ici les fils à l'intérieur et il va falloir les raccorder donc pour réparer notre rallonge. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet embout de rallonge? Ici on a une petite vis, donc je la dévisse, hop là. Je la dévisse. Donc cet objet il contient des matières plastiques et ici il contient les deux bornes là, les deux borniers de raccordement pour les fils électriques.
Donc ces deux borniers ici sont en acier, alors c'est de l'acier un petit peu doré, donc il a dû être revêtu chimiquement avec un autre matériau, ça doit être du bore. Donc le bore, BORE, ça c'est un élément chimique. Donc quand on met du bore comme ça à la surface de l'acier, on appelle ça une boruration. Et donc ici on voit justement encore un reste de fil électrique qui était connecté donc à cet embout. Et donc il suffit ici de desserrer la vis qui elle est grise, donc un acier standard hein, qui contient sûrement un petit peu de chrome puisqu'il est brillant. Donc la vis est en acier. Le bornier lui il est en acier boruré. Ça va lui éviter de rouiller. Voilà, je dévisse la vis et je vais pouvoir retirer ici le fil qui est en cuivre. Voilà, donc lui, c'est un fil qui est multibrin. Il y a plusieurs petits fils à l'intérieur, donc il va être plus souple et donc plus facile à faire passer voilà, dans les prises, dans les murs, etc. Alors que celui que j'ai montré tout à l'heure, il était plus rigide. Il était beaucoup plus rigide, il est monobrin, donc celui-là il va permettre de faire passer un petit peu plus de puissance parce qu'il y a plus de matière, donc il va moins chauffer. On va essayer de mettre la main derrière, voilà. Voilà, ça c'est du fil de 1,5 mm² de section, et ça c'est du fil voilà, qui est aussi en cuivre mais qui est multibrin. Voilà, donc on arrive au bout, alors encore quelques petits bouts de matériaux là. Donc ici on a une pièce là, je sais pas trop à quoi elle servait, je crois que c'était sur un porte-manteau, donc brillante, etc., mais en fait extrêmement légère. Donc là si je mets un aimant dessus, je suis à peu près sûr de ne pas me tromper. J'ai perdu mon aimant, donc je sais pas où il est. S'il est là-bas, hop, voilà. Donc ça c'est pas du tout magnétique, hein, ça c'est sûr. Ouais, donc ça vu le poids, ça c'est de l'alu, alliage d'aluminium, donc solide, léger, conducteur, voilà, mais surtout léger. Qu'est-ce que j'ai encore? Bah ici j'ai une pince, la pince à dénuder, tiens j'en ai pas parlé, c'est de l'acier comme toutes les pinces, comme tous les outils, mais bien noir et bien rouillé là déjà sur l'articulation. Donc ça c'est pas un acier fortement allié ni même faiblement allié, ça c'est un acier non allié, hein, donc fer carbone. Alors la teneur en carbone je la connais pas. Ici on a un roulement à billes comme sur les hand spinners, donc des aciers fortement alliés. On rajoute beaucoup de chrome, de manganèse, du nickel, donc ça va les rendre très très durs, très résistants à l'usure, très résistants à la corrosion. Voilà, les billes, la cage à l'intérieur, la bague intérieure, la bague extérieure, ça on l'a vu il n'y a pas longtemps sur le TP, sur le skate. Donc acier fortement allié, donc plusieurs éléments d'alliage. Voilà, encore un axe de pédalier de vélo qui est en acier fortement allié, donc très dur, brillant, contient du chrome. Il est magnétique, on est sûr que c'est pas de l'inox. Donc c'est un acier fortement allié mais pas au point d'être de l'inox. Hein, l'inox c'est un type d'acier. Ici on a une pièce, je sais pas à quoi elle sert. Voilà. Donc c'est gris mais c'est pas brillant, c'est un gris un peu particulier. Donc qui n'est pas magnétique, qui est extrêmement léger. Donc moi je dis alliage d'aluminium, ça a besoin d'être léger. Bon allez, aluminium. Voilà, d'autres pièces en aluminium. Alors ici, tiens, pour remontrer à nouveau ce que c'est que l'oxydation, là j'ai deux tailles crayons, un qui est neuf en aluminium. Alors les lames sont en acier, les vis sont en acier, mais pour être léger et peu coûteux, on a le boîtier, là, la pièce principale du taille crayon qui est en aluminium. Et ici on a un autre taille crayon, donc il y a un autre format, un format plus cylindrique, qui est un alliage d'aluminium aussi, mais qui est extrêmement oxydé. Voilà. Voilà, qui a vraiment subi l'oxydation naturelle de l'humidité de l'air et des années, voilà, qui est très vieux, que j'avais moi quand j'étais en 6e. J'ai retrouvé ça dans mon bureau tout à l'heure. Qu'est-ce que j'avais encore d'autre à montrer? Tiens, un autre exemple là de pièces en acier fortement allié, donc très dur, très solide, qui ne va pas rouiller. Bah, c'est normal, hein, vu l'utilité, c'est un disque de frein, donc on peut pas trop se permettre qu'un disque de frein rouille. Alors même si les disques de frein rouillent souvent à cause de l'oxyde de fer lié à la friction des plaquettes sur le disque, mais en tout cas l'état neuf là, ils sont, ou presque, ils sont bien brillants là et bien chromés d'apparence. Ici j'ai une gourde en métal, ça s'entend au bruit.
pas de l'acier. Alors qu'est-ce que ça peut bien être si c'est pas de l'acier? C'est très léger, bah oui, sûrement un alliage d'aluminium. Ah, sauf que ça n'a pas la couleur. Ah oui, c'est qu'ils ont dû faire un petit traitement, donc soit un vernis doré, soit un petit traitement chimique à l'intérieur, peut-être pour le côté alimentaire et surtout éviter donc l'oxydation de la paroi intérieure en alliage d'aluminium. Un autre raccord de plomberie, donc celui-là on voit qu'il n'a pas la couleur cuivre, hein, qu'il est vraiment très très jaune, donc ça c'est du laiton. Je remontre à côté la couleur du cuivre, hein, donc rien à voir, le cuivre, le laiton. Ici j'ai une boîte de vis. Boîte de vis, on a dit que les vis étaient en acier. Là, est-ce qu'elles sont bien brillantes? Elles sont bien brillantes, elles n'ont pas l'air du tout rouillées. Hein, donc est-ce qu'elles sont magnétiques? Est-ce que c'est un acier fortement allié? Est-ce qu'il est fortement allié au point d'être de l'inox? Il n'est pas magnétique, ça doit être de l'inox. C'est sûrement marqué sur la boîte. Voilà, inox. C'est de l'inox A2, donc c'est de l'inox marin. C'est très bien pour bricoler ça, réparer quelque chose sur un bateau. Voilà, qu'est-ce qui me reste ici? J'ai une rondelle. J'ai une rondelle qui est un peu dorée. Hein, donc même chose, une rondelle qui est sûrement en acier. On va essayer avec l'aimant. Ouais, elle est en acier, mais elle est dorée, donc elle a dû subir un petit traitement chimique. Pareil, peut-être une petite boruration, voilà, donc un dépôt de bore à la surface. Donc ça va la rendre plus dure, ça va l'éviter de rouiller sans forcément ajouter beaucoup de chrome ou d'autres éléments. Voilà. Alors il faut savoir que l'acier fortement allié, il est fortement allié dans toute sa masse. Hein, alors qu'on peut avoir très bien un acier standard qu'on va revêtir avec un matériau un peu plus noble, mais à cœur ça reste de l'acier, donc au final il reviendra moins cher. Alors c'est ce qui va se passer par exemple sur ce type de pièce. Donc ça c'est une pièce en acier. Voilà, mais qui a été galvanisée. Donc galvanisé, ça veut dire qu'on y a fait on y a ajouté du zinc. Alors du zinc, c'est une matière première, le zinc. Je ne connais pas non plus. Donc le zinc, je ne connais pas non plus sa température de fusion ni sa densité. Donc c'est un matériau non ferreux, mais par contre on va s'en servir pour donc galvaniser, c'est-à-dire faire un dépôt de zinc à la surface de l'acier, et ça va l'empêcher de rouiller. Voilà, sans forcément être de la chromisation, de la boruration, donc sans forcément être très cher. Donc ça se fait à chaud, hein, c'est la galvanisation, ça se fait à chaud, un dépôt de zinc. Mais ça peut aussi se faire à froid avec une simple bombe comme ça. Hein, ça s'appelle donc de la galvanisation à froid. C'est une bombe qui contient donc de la pâte d'aluminium et de zinc plus un diluant pour que la peinture soit liquide à l'intérieur. Donc si je la secoue là et que je viens peindre ici ma vis qui est toute rouillée, alors il faudrait que je la brosse avec une brosse métallique avant, mais je peux la galvaniser comme ça, hop, hop, je la repeins et en fait elle ne rouillera plus. Elle est protégée par la couche de zinc et d'aluminium. Voilà. Donc ça c'est pour faire de la galvanisation à froid. Donc je vais m'arrêter là parce que c'est déjà très complet là, je trouve. Il y a une règle en aluminium là qui traîne, très légère, pas magnétique. Donc ce qui est important là-dedans finalement, c'est de retenir surtout déjà les familles, hein, que savoir que dans les matériaux, on a les matériaux plastiques, voilà ce que j'ai mis tout à l'heure, et que là-dedans on a les métaux. Dans les métaux, on a les ferreux, les non ferreux. Dans les matériaux ferreux, on a les aciers et les fontes. Hein, donc matériaux ferreux, les aciers et les fontes. Donc les fontes utilisées voilà, pour des usages un peu moins nobles, souvent des choses qui vont être très lourdes, qui vont être brutes de fonderie, donc obtenues par moulage, voilà, mais pas des objets qui ont besoin forcément d'une finition extraordinaire. Dès qu'on veut des choses un petit peu solides, un petit peu spécifiques, avec des duretés spéciales, des possibilités de se dilater, etc., on va utiliser de l'acier. Donc dans les aciers, on a les aciers de base, de construction, là, pour construire des hangars, des choses comme ça, même si on peut très bien les galvaniser après. On a les aciers faiblement alliés, donc qui contiennent, voilà, qui peuvent contenir du chrome, du vanadium, du nickel, du silicium, tout un tas de métaux différents pour des usages. Voilà, c'est vraiment une science très pointue, les matériaux, donc je ne peux pas rentrer dans le détail de chaque usage pour chaque utilisation, mais en tout cas on a les aciers donc avec avec moins de 5% pour chaque autre métaux qui compose l'acier. On a les fortement alliés, puis on a les rapides, hein, donc les aciers très 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 fortement alliés, mais avec un ou deux éléments qui vont le rendre extrêmement dur.
Voilà. Donc entre les fortement alliés et les faiblement alliés, ici finalement on peut avoir des usages assez similaires, hein. Là on peut avoir aussi des outils, des clés, on peut avoir... Voilà, ça dépend vraiment de l'utilisation, de la dureté qu'on souhaite. Mais souvent en fait... on va avoir des grosses différences de prix aussi entre les faiblement alliés et les fortement alliés, puisque là on va mettre des métaux très nobles à l'intérieur, donc qui vont rendre forcément les aciers fortement alliés plus chers. Hein, par exemple, rien que les couteaux et les fourchettes, si c'est de l'inox, ils vont être beaucoup plus chers que si c'est des couteaux et des fourchettes qu'on achète dans un magasin discount, mais qui vont rouiller quand on les aura passés 10 fois au lave-vaisselle. Voilà, pour l'exemple très concret. Hein, donc les métaux, ferreux, acier, fonte, et ensuite ici, voilà, plusieurs petites sous-catégories. Il faut savoir ce que c'est qu'un alliage. Il faut avoir des ordres de grandeur, de densité. Voilà, savoir que, en tout cas, l'acier c'est plus lourd que l'aluminium, par exemple. Savoir que le cuivre, l'aluminium, tout ça, c'est très conducteur. Que on a, voilà, le titane qui existe, qui est important. Le plomb qui est très très lourd. Hein, c'est les matériaux les plus lourds. Voilà, donc ce qui est vraiment, pour moi, important, c'est le cuivre. Voilà, savoir le cuivre, sa couleur, il n'est pas magnétique. Voilà, tout ce qui ne contient pas de fer, ça n'est pas magnétique. Hein, donc le cuivre, important. L'aluminium, important. L'étain pour la soudure électronique, quand même, il faut le savoir. Alors le symbole, je ne l'ai pas marqué, le symbole de l'aluminium, c'est AL. AL, donc l'étain, c'est SN, ça je l'avais marqué. Le cuivre, c'est CU, facile à retenir, CU. Bon, le magnésium, le zinc, tout ça, c'est secondaire, ça. Hein, c'est secondaire. Le titane, c'est bien de savoir que ça existe. Bon, je pense pas qu'il y ait des questions non plus là-dessus au brevet. Le plomb, PB, très lourd, voilà. PB, ça je l'avais marqué. Le titane, c'est TI. J'avais marqué la température de fusion et la densité, mais pas l'abréviation. Voilà, à peu près, j'ai fait le tour sur les métaux, en tout cas.